Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je vous propose dans cette édition du vendredi 25 septembre de découvrir ce que sera le projet du village d'Alzheimer, les sculptures exposées à Saint-Martin-de-Sénian pour les Journées du patrimoine, le gouffre de Cabreton ainsi que la sculpture qui lui est consacrée. Nous retrouverons l'esprit surf avec le premier festival New Wave de Seignos avant de finir ce journal par les explications de Patrick sur son métier magasinier. C'est le lundi 21 septembre, journée consacrée à la maladie d'Alzheimer, que Laurence Rossignol, secrétaire d'État en charge de la famille et des personnes âgées, ainsi qu'Henri Emmanuelli, député des Landes, ont tenu une conférence de presse pour parler d'un projet inédit en France, un village d'Alzheimer. La secrétaire d'État chargée de la famille et des personnes âgées a fait le déplacement lundi 21 septembre à Mont-de-Marsan pour officialiser la création d'un village d'Alzheimer dans les Landes, une première en France. L'autre membre du couple, en fait, il a le choix entre rester seul à la maison et il a souvent envie de suivre la personne avec laquelle il vit depuis 50, 60, 70 ans. Et en même temps, il ne relève pas d'un canton d'une unité Alzheimer fermée et on n'imagine pas quelqu'un qui est en bonne santé vivre dans une unité Alzheimer. Et ce village, ça va être la réponse à ces situations. C'est-à-dire un endroit où on peut vivre avec la personne avec laquelle on a toujours vécu, vivre à côté de quelqu'un qui a développé une maladie d'Alzheimer et continuer quand même de vivre dans la vraie vie et la vie normale. C'est-à-dire, c'est la conciliation entre son couple, son envie de rester avec la personne aimée, et puis sa légitime aspiration à continuer de rester dans une vie sociale ouverte. Dans ce beau projet, c'est un projet landais, certes, mais maintenant c'est un projet national. Au plan national comme au plan international, nous avons besoin de ce type de lieu. Un endroit destiné à 120 personnes de moins de 60 ans atteintes de la maladie, une prise en charge sur les recherches scientifiques, un maintien de la vie sociale et d'un soutien par le bénévolat. D'imaginer ce village Alzheimer. Ce village est conçu comme étant la poursuite du domicile dans un environnement sécurisé au sein de petites unités d'habitation. Il est nécessaire de maintenir au maximum les repères quotidiens de la personne. Une approche non médicamenteuse doit être privilégiée. Le maintien d'une vie sociale, de liens sociaux, notamment grâce à l'action des bénévoles, doit permettre d'imaginer un temps d'accompagnement différent de celui qui existe dans nos établissements. Cette initiative est à construire. À titre personnel, ce que j'en attends, c'est un lieu d'expérimentation. Il y aura sûrement des choses qui s'avéreront judicieuses, d'autres qui s'avéreront moins judicieuses. Il faudra au fur et à mesure expertiser ce qui fonctionne bien, ce qui ne va pas, et sans doute évoluer. À partir de cette initiative, d'autres puissent se développer, que ce soit en quelque sorte le point de départ d'une nouvelle forme de traitement de cette maladie, en espérant que la science, à laquelle je crois très fort, Madame la Ministre, très très fort, je reste un zélote du progrès scientifique. C'est une autre façon d'envisager les politiques sanitaires, sociales et médico-sociales que d'inclure nous tous, chacun d'entre nous. Bien sûr, nous ne venons pas simplement moi, Monsieur Lafourcade, le directeur de l'ARS, et moi-même, vous voir uniquement pour vous féliciter de ce projet. Nous venons pour l'encourager et contribuer à sa réalisation. Et effectivement, j'ai vu, ce seront près de 3 millions d'euros que l'État débloque pour financer chaque année les besoins de fonctionnement de la section soins du nouveau village Alzheimer. Un lieu qui accueillera son premier patient en 2018, Dax ou Mont-de-Marsan, rien n'est encore décidé. Les 19 et 20 septembre avaient lieu les 32e Journées européennes du patrimoine. Chaque année, ces journées sont l'occasion de découvrir œuvres, monuments ou encore jardins que les générations précédentes nous ont légués. Mais pour l'édition 2015, le patrimoine du XXIe siècle était mis à l'honneur. Direction donc Saint-Martin-de-Sénian pour retrouver les créations architecturales et paysagères de ces 15 dernières années. Au cours de cette journée du patrimoine, la commune a proposé aux visiteurs de se replonger 10 ans en arrière en redécouvrant les œuvres créées lors du symposium de sculpture. Un symposium, c'est une rencontre de sculpteurs qui se retrouvent dans un lieu
ensemble pendant un certain temps. Donc je pense que c'était 1 mois, si je me souviens bien, 1 mois dans lequel on travaille en direct. C'est-à-dire que les pierres arrivent brutes et donc on travaille pendant 1 mois devant les personnes qui passent, qui sont censées voir l'évolution du travail et en même temps avoir des contacts directs, c'est-à-dire de parler, de poser des questions. Le patrimoine du XXIe siècle, thème de cette 32e journée européenne du patrimoine, était l'occasion idéale de remettre un coup de projecteur sur ces sculptures disséminées sur la commune. C'est important de faire redécouvrir le patrimoine de Saint-Martin-de-Seignances, que ce soit pour les nouveaux habitants ou bien les anciens, leur faire replonger en 2005, redécouvrir le chantier que ça a été. Et puis c'est aussi une manière de revaloriser notre patrimoine et les artistes également. Cette visite guidée aura ainsi permis de porter un nouveau regard sur ces sculptures, illustrant le trait d'union. Une représentation physique d'un trait d'union, c'est quasiment impossible. Ça veut dire une symbolisation, obligatoirement, une interprétation. Ce trait d'union, on l'a senti comme un lien. Bien sûr, trait d'union, c'est un lien entre 2 choses. Les uns ont choisi le lien entre le monde rural et le monde urbain, ou personnellement, c'était entre la forêt et la mer, qui sont quand même proches de notre environnement ici à Saint-Martin. Et là, la dernière sculpture que l'on vient de voir de Gaëtan Lambeille, c'est aussi un lien humain entre 2 personnes qui peuvent s'asseoir et se rencontrer sur sa sculpture. Voilà, donc c'est ce trait d'union qui est un lien. Au cours de la visite, le groupe a fait un détour par le jardin fantastique de Françoise Saint-André pour une escale hors du temps. Alors c'est un jardin un petit peu, extraordinaire, insolite, plein de coins et de recoins. Et puis et puis on découvre au fil de la promenade des sculptures, des peintures, des petits objets de récupération, mais qui interpellent beaucoup de monde. Rien n'est figé non plus, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un esprit un petit peu japonisant quand même, parce que ça me plaît. Avec toujours une ambiance de couleurs. Je suis dans le violet. Je trouve que c'est très apaisant. Et puis après, j'aime l'eau, j'aime le bruit de l'eau, ce murmure qui fait du bien au corps et à l'esprit. Le jardin de Françoise est à visiter uniquement à certaines occasions. Quant aux sculptures symbolisant le trait d'union, elles sont à découvrir au gré de vos déplacements sur Saint-Martin-de-Seignances. Quelle est cette merveille géologique à quelques mètres de Cabreton qui intrigue, passionne et fait venir des gens de toute la France? Il s'agit bien évidemment du Gouffre. Pour la première fois lors de la journée du patrimoine, spécialistes et scientifiques étaient présents pour en parler au public. Le Gouffre, un canyon de 270 km qui va jusqu'à 4000 mètres de fond, se cache sous les eaux. Pour le faire connaître au plus grand nombre, la journée du Gouffre proposait des conférences, projections, stand au casino, démonstrations de sauvetage côtier. Tout ceci en présence de nombreux scientifiques ravis de pouvoir partager leurs connaissances. Il y a énormément de monde qui travaille sur le canyon, sur le gouffre de Cabreton, aussi bien au niveau biologique, espèces inhabituelles, qu'au niveau sédiments, géologie, littoral. Et donc, quand j'ai commencé à contacter des gens, ils ont tous répondu présent parce que les scientifiques n'ont pas toujours l'habitude de présenter leurs œuvres au public. Souvent, les scientifiques travaillent dans un bureau et les gens ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Et là, enfin, ils ont une plateforme, quelque chose qui met en lumière leur travail. Et en plus, il y a une dégustation gastronomique, on parle de géologie, on parle de biodiversité. Donc, c'est une journée qui peut intéresser aussi bien les scientifiques, les gastronomes que les pêcheurs, parce qu'on va beaucoup parler cet après-midi aussi des espèces de poissons, de mammifères marins. Donc c'est une journée très transversale, on va dire. Une journée riche en informations, des témoignages des plongeurs aquanautes de Cabreton, aux conférences sur la diversité des espèces rencontrées dans le gouffre. Au début, on ne connaissait très peu de choses. La recherche était très peu développée. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais on avait un bateau, la Thalassa, qui a sillonné le golfe de Gascogne, et puis même la Manche et la mer du Nord. Et on a accumulé les données. On a signalé des poissons qu'on ne signalait nulle part ailleurs sur nos côtes, qui sont liés au gouffre de Cabreton. Le golfe de Gascogne est une zone
biogéographique, hein, le nord est une zone boréale où on trouve des espèces froides, hein, alors que le sud est une zone méridionale où on trouve beaucoup d'espèces qu'on ne trouve plus au nord. Avec le réchauffement des eaux, il y a beaucoup d'espèces tropicales qu'on ne retrouve que dans ce secteur. Hein. Voilà, oui, vous avez des particularités faunistiques. Une biodiversité qui se traduit également par la présence de calamars, nommés plus communément chipirons, dont il était aussi question lors de cette journée avec la 20e édition de la fête du chipiron. Alliant spécialité culinaire et patrimoine, la journée du gouffre est complète. J'ai choisi de faire ça le jour de la journée du patrimoine pour faire comprendre aux gens que le gouffre est un patrimoine extraordinaire qui reste à découvrir. Et on s'est aperçu après, quand on a décidé de faire ça pour les journées du patrimoine, qu'en plus c'était la fête du chipiron. Et sur le coup on s'est dit, est-ce que c'est antinomique, est-ce que c'est ennuyeux ? Et moi, j'ai dit à tout le monde, c'est plutôt une bonne idée, puisque de toute façon, des chipirons, il y en a plein le gouffre. Donc, c'est tout à fait, ça peut aller en symbiose très bien. Donc, on a choisi quand même de maintenir cette journée du gouffre en même temps que la fête du chipiron. Et finalement, ça colle très bien. La journée a un succès absolument phénoménal. On pensait qu'il y aurait beaucoup de monde, on craignait qu'il n'y ait pas assez de place, mais on ne pensait pas qu'on arriverait à environ 1000 personnes qui ont essayé de venir. Un certain nombre ont été frustrés de ne pas pouvoir assister. C'est pour ça qu'on va poursuivre ce mouvement avec d'autres petites manifestations. On fera des projections peut-être au Rio avec justement les films qui ont été montrés, d'autres petites conférences. On va poursuivre, tout ça donne naissance à quelque chose qui sera pérenne. Cette première journée du gouffre est une réussite. Géologie, biodiversité, bien qu'on en sache un peu plus aujourd'hui, le gouffre recèle encore bien des mystères. Conférence, projection, explication, le gouffre de Cabreton décidément a été l'objet de toutes les attentions. Il y a même dorénavant une sculpture en son honneur. Nous étions là pour son installation et son inauguration. Pour symboliser le gouffre, la ville de Cabreton a fait appel à 2 artistes cabretonnais qui ont co-réalisé une pièce de 2 mètres sur 3 installée sur la terrasse du casino face à l'océan. Ce qui était important, c'était, puisqu'on parle de quelque chose qu'on ne voit pas, c'était de rendre visible ce qui est invisible. Voilà. Et donc c'était aussi l'idée qui était la nôtre, de la commune et de la commission culture, voilà, de faire en sorte que vous puissiez voir et même toucher le groupe de Cabreton, ce qui en soi n'était pas un mince pari. Et je pense que le challenge a été relevé. Installée quelques jours avant l'inauguration et suscitant déjà la curiosité des passants, l'œuvre inspirée du canyon sous-marin après 10 mois de travail est en acier Corten pour faire face à tous les temps. La matière, elle s'est imposée d'elle-même parce que devant la mer, on ne peut pas mettre n'importe quel matériau. Il y a la pierre évidemment, mais là, l'expérience de la pierre, c'est encore une autre histoire. Mais non, on a pensé au Corten parce qu'il y avait déjà eu des expériences de fête avec beaucoup de sculptures sur le Pays Basque, dont Thil Guida qui était un gros spécialiste. Et ça tient dans le temps, c'est un matériau intéressant et voilà, donc notre choix s'est porté là-dessus. C'est un acier qui résiste aux intempéries au niveau du cœur et qui rouille en surface par l'alternance de la pluie et du soleil et les embruns et qui prend une couleur par cette alternance des intempéries. C'est très dur, donc il faut quand même du matériel très professionnel. La découpe s'est faite au plasma, des motifs, et après les soudures, les renforts, le polissage des arêtes pour que ce soit quand même lisse au toucher. Pour pas qu'on se coupe. Pas coupant. Quand on passe la main. Pour les enfants aussi, c'est important. Ne pouvant la fixer au sol par souci d'étanchéité de la terrasse, l'œuvre est simplement posée. Donc il a fallu réaliser un pied suffisamment important pour maintenir la structure verticale. Donc on a finalement fait un pied de 9 mètres carrés dans ce même acier Corten qui puisse être assez lourd pour soutenir la partie verticale. C'est-à-dire ce qu'on a mis dans le socle, on ne pouvait pas le mettre dans la structure. Elle aurait été plus grande si on avait pu fixer au sol. Si on avait pu la fixer sur... Enfin bon, il y a toujours de toute façon des contingences techniques. Je pense qu'il y a une taille limite du fait de la violence du vent quand il y a des tempêtes. Donc je pense que 2 mètres par 3, c'est pas mal quand même. On est content parce qu'en plus de ça, c'est vrai que le gouffre de Cabreton, on en parle depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit ici. Et pouvoir travailler là-dessus, voilà, c'est une réalisation qui fait plaisir, quoi. On va en parler de plus en plus. On n'a pas encore été explorer le fond du gouffre et ça se fera peut-être.
Donc voilà, on va découvrir des choses. La sculpture débute à présent sa nouvelle vie comme la représentante officielle du gouffre, patrimoine insaisissable et poétique de Cabreton. Si le surf se développe de plus en plus depuis de nombreuses années, certains en oublient l'état d'esprit positif et cool qui va avec. À Seignos, la première édition du festival New Wave a replongé les visiteurs dans l'esprit surf des années 60-70 entre musique, art, partage et convivialité. Pendant 3 jours, sur le parking des Estagnots, le village d'animation du New Wave Festival a ouvert ses portes à tous les visiteurs, surfeurs ou non, dans une ambiance conviviale et détendue. Pour cette première, j'ai réalisé cet événement qui est un événement porteur de valeurs et de sens, qui a pour but de promouvoir l'accessibilité à l'ensemble de la population et aussi de promouvoir les artistes et acteurs locaux. Comme vous pouvez voir derrière, c'est des associations locales, c'est des restaurateurs locaux, c'est des artistes locaux, des musiciens locaux. Enfin, on essaie de promouvoir tous les beaux projets de la région puisque je trouve que c'est pas assez mis en avant et chacun fait ses petites choses de son côté. Et je voulais regrouper tout cela autour de cet événement. Avec ce festival, Julie Salès a souhaité transmettre des valeurs de partage, d'égalité et sensibiliser le public au handicap, notamment avec un challenge surf les yeux bandés qui n'a pas pu avoir lieu à cause des fortes vagues. Toutefois, le club de rugby fauteuil de Bidart était présent pour faire découvrir son activité ouverte à toutes et à tous. En fait, par rapport à la conception du sport, le sport a été fait justement pour que tout le monde pratique, valide et handicapé, homme ou femme, en fauteuil roulant. Et en fait, ça fait vraiment partie de cette mixité hommes et femmes. Et Andy et Valide font vraiment partie de la philosophie parce qu'on se rencontre pour pratiquer une activité ensemble. Souvent, on a des activités en parallèle, c'est-à-dire que si on fait du fauteuil d'athlétisme, par exemple, la personne à côté de nous va faire du vélo ou va courir. Elle n'aura pas du tout la même activité, alors que là, on partage vraiment une chose commune. Et ceci à tous les niveaux, aussi bien au niveau des petits clubs comme nous en loisirs, que chez nous en championnat. Nous sommes en championnat de France élite 1, donc, où au sein de l'équipe, nous avons des joueurs handicapés et des joueurs valides. Tout ce qui est fait ici aujourd'hui, c'est quand même pour ouvrir un petit peu le monde de l'handi au valide et du valide à l'handi. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que les choses handi restent entre handi. C'est surtout ça le gros problème. Et là, c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Après, ça nous permet de nous faire connaître et de nous faire voir aussi. Sport pour tous, musique, mais aussi exposition ont rythmé ces 3 jours de festival, avec la présence du peintre de la culture surf, Mayumi, qui côtoie les plus grands surfeurs de la planète. Je suis venu ici première fois, c'était 83. J'étais à Tahiti et j'ai rencontré quelqu'un d'ici. Et toi, t'es quoi? J'ai dit, je suis japonais. Mais non, t'es tahitien. J'ai dit, non, je suis japonais. J'habite à Paris. Il m'a dit, à Paris? Donc tu habites en France? Dit, oui. Où tu surfes? J'ai dit, j'ai jamais surfé en France parce que j'ai pas vu la vague. Il a fait le banane. Tu connais pas Biarritz? Tu connais pas Osegor? Où ça? Il m'a fait, prochaine fois, je te vois à Biarritz. Ok, tu viens. Et je suis venu, c'était 83, je pense. Je suis tombé amoureux de sud-ouest, l'Inde jusqu'au fond de Biarritz. J'aime beaucoup la mer, surtout l'océan, le surf. Vous voyez, océan de ici, océan de Hawaï, océan de Tahiti, c'est le même océan. Il y a 7 mers, non, il y a une seule océan. Un seul océan et une même envie de liberté et de partage ont régné sur ce New Wave Festival, rappelant l'esprit des tontons surfeurs. Comment dans une entreprise peut-on trouver les marchandises stockées ou alors connaître exactement l'état des stocks? C'est grâce au magasinier comme Patrick. Regardez en quoi consiste exactement son travail. Patrick a 55 ans. Il aime s'occuper de ses fleurs, le rugby est son métier. Patrick est magasinier. Je gère les stocks de mon entreprise, je classe la marchandise quand elle arrive, je rentre les informations dans l'ordinateur et je fais le travail en sens inverse pour les livraisons. Patrick est à l'aise avec les transpalettes et autres drôles d'engins. Il est méthodique, vigilant et précautionneux avec la marchandise. Je suis déjà de nature ordonnée et soigneuse, donc c'était plutôt bien pour moi. Non, au bureau, je m'occupe que du stock.
Quand mon magasin est bien tenu, l'entreprise gagne du temps, ça fait plaisir à toutes les équipes et à moi aussi. Patrick a été formé au métier de magasinier par son entreprise. On recherche chaque année plus de 41 000 ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention pour 1 600 € par mois et des offres sont disponibles sur beautravail.org. On pourrait bien ranger chez moi. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 28 septembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un bon week-end.